Chunk One. Billy Tipton est devenu une légende de l'âge d'or du jazz. Il a joué avec des géants, comme Sinatra et le Duke. L'âge d'or d'Hollywood était rempli de secrets. Mais certains secrets étaient plus gros que les liaisons ou les scandales. Certaines célébrités vivaient des vies complètement différentes de ce que l'on imaginait. Elles se produisaient sur scène, apparaissaient dans des films majeurs et influençaient même des affaires de la Cour suprême. Le public voyait exactement ce qu'il voulait qu'il voie. Mais quand ces stars sont mortes, la vérité a finalement éclaté et a changé tout ce que les gens pensaient savoir sur l'identité, la célébrité et ce qui était possible à l'époque. Billy Tipton. Billy Tipton est né Dorothy Lucille Tipton le 29 décembre 1914 à Oklahoma City. Mais la personne que le monde a fini par connaître était un musicien de jazz nommé Billy. Un homme qui a bâti toute une vie et une carrière dans la musique tout en cachant une vérité qui ne serait révélée qu'après sa mort. Ce qui a commencé dans les années 1930 comme une tentative désespérée d'entrer dans un monde du jazz dominé par les hommes est finalement devenu une identité à plein temps. Et pendant plus de 50 ans, personne, ni ses amis, ni ses camarades de groupe, ni même les 5 femmes qu'il appelait ses épouses, n'a jamais su qu'il avait été assigné femme à la naissance. Tout a commencé discrètement à Kansas City, vers 1933. Dorothy, encore au lycée et déjà connue sous le nom de Tippy, était tombée amoureuse du jazz. Mais lorsqu'elle a été empêchée de rejoindre l'orchestre entièrement masculin de l'école, elle a pris les choses en main. Elle a commencé à s'habiller en homme juste pour jouer de la musique en public. Pendant les années désespérées de la Grande Dépression, les femmes musiciennes de jazz n'étaient pas embauchées. Alors, elle a commencé à bander sa poitrine, à baisser sa voix, à copier l'apparence et la démarche des artistes masculins. En 1940, elle vivait à plein temps comme Billy Tipton, jouant dans de petits orchestres de danse qui parcouraient le Midwest. Elle a complètement renoncé aux médecins, craignant même qu'un simple examen médical ne ruine tout. Cette décision allait la hanter. Le talent de Billy a grandi rapidement. Dans les années 1940, il a fait une tournée dans le nord-ouest du Pacifique avec le groupe de George Myers, se produisant dans des clubs et des salles de bal dans toute la région. Il a joué des succès comme Flying Home et If I Knew Then et a même partagé la scène avec des stars comme les Ink Spots et Billy Eckstine. Il était connu non seulement comme un saxophoniste et pianiste solide, mais aussi comme un gentleman, quelqu'un de réservé qui ne se confiait jamais trop. En 1951, il a formé le Billy Tipton Trio à Longview, Washington. Le groupe a rapidement trouvé le succès et en 1956, il se produisait au King's Supper Club à Santa Barbara, un lieu de rencontre hollywoodien où des stars de cinéma regardaient souvent du jazz en direct. Un découvreur de talent de Tops Records les a découverts. Le trio a enregistré 2 albums, dont Sweet Georgia Brown et Billy Tipton Plays Hi-Fi on Piano, qui présentaient des interprétations émouvantes de standards de jazz. Chunk 2. En 1957, leurs albums se vendaient à des milliers d'exemplaires. Une grosse affaire pour un groupe de jazz indépendant. Hollywood a commencé à remarquer. En 1958, tout aurait pu changer. Billy s'est vu offrir un poste prestigieux de groupe résident au Holiday Hotel de Reno, avec la chance de faire la première partie de Liberace et d'enregistrer d'autres albums à Hollywood. Mais il a tout refusé. La célébrité amenait les caméras, la célébrité amenait les questions, et la célébrité aurait signifié une exposition. Au lieu de cela, il est resté à Spokane, Washington, travaillant comme artiste de club et plus tard comme agent de réservation de talent. Dans ces mêmes clubs, des acteurs hollywoodiens comme Humphrey Bogart et Lauren Beale passaient parfois. Billy faisait discrètement partie de ce monde. Il connaissait les scènes, les réseaux, les visages célèbres, mais il gardait ses propres secrets bien gardés. Derrière la musique, sa vie personnelle était encore plus compliquée. Billy a épousé 5 femmes différentes, toujours en tant qu'homme. Il leur a dit qu'il avait de vieilles blessures de guerre qui empêchaient le sexe. Elles l'ont cru.
Sa dernière partenaire à long terme était Kitty Kelly, une danseuse de boîte de nuit qu'il a épousée en 1960. Ils sont restés ensemble pendant 20 ans et ont adopté 3 fils, John, Scott et William. Billy était un père attentionné. Il allait aux réunions de l'association parents-professeurs, entraînait la ligue de baseball, les emmenait en vacances. Mais pendant tout ce temps, il souffrait physiquement. Des années de bandage de la poitrine avaient endommagé de façon permanente ses côtes et ses tissus internes. Pourtant, il n'est jamais allé chez le médecin. Même lorsque l'arthrite s'est installée et que la douleur s'est aggravée, il a continué à se soigner lui-même. Lorsqu'il a pris sa retraite de la scène dans les années 1970, les dégâts étaient déjà faits. En janvier 1989, Billy s'est effondré de ce qu'il pensait être un mauvais cas d'emphysème. En réalité, il s'agissait d'un ulcère peptique hémorragique. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Lorsque les ambulanciers sont arrivés au domicile de Spokane, ils ont découvert la vérité. Billy Tipton était biologiquement une femme. Chunk 3. Son fils William était dans la pièce quand c'est arrivé. Ce qui a suivi a été une explosion médiatique. Le National Enquirer et le Star ont placardé des titres comme « Il était une aile » et les émissions d'information ont transformé sa vie en un cirque à sensations. Les talk shows ont invité Kitty et les Fields à s'exprimer. Certains fils se sont sentis trahis, certains confus, certains l'ont défendu. Des batailles juridiques ont éclaté au sujet de sa succession. 2 testaments différents nommaient William Jr. comme seul héritier, mais le tribunal a divisé les 35 000 $ à parts égales. L'argent importait peu comparé au choc. Wilmer Little Axe Broadnax. Wilmer Broadnax est né le 28 décembre 1916 à Houston, au Texas. Il était de petite taille, seulement environ 1,50 m, mais sa voix était tout sauf petite. Il avait un ténor aigu et puissant qui pouvait faire s'arrêter les foules et écouter. Et cette voix l'emmènerait des groupes religieux locaux jusqu'aux bandes originales de films hollywoodiens. Les gens l'appelaient Little Axe pour correspondre à son frère William, qui était plus grand et s'appelait Big Axe. Ensemble, ils chantaient de la musique gospel qui émouvait les gens aux larmes. Mais il y avait quelque chose chez Wilmer que personne ne savait. Il avait vécu toute sa vie adulte en tant qu'homme, mais il avait été assigné femme à la naissance. Personne ne l'a jamais deviné, pas même les personnes avec lesquelles il a travaillé étroitement pendant des années. Ce secret n'a éclaté qu'après sa mort en 1992. Pendant plus de 70 ans, il s'est fait passer pour un homme dans un monde où être différent n'était pas sûr, surtout pas dans le monde du gospel, profondément religieux. En grandissant, la vie de Wilmer n'a pas été facile. Sa mère, Gussie Frazier, s'est remariée en 1927 et la famille a commencé à vivre avec un beau-père nommé Augustus Flowers. Au moment du recensement de 1930, Wilmer n'avait que 13 ans et se présentait déjà comme un homme. Certains historiens pensent qu'il a peut-être repris l'identité d'un frère aîné ou que sa sœur Armata, qui apparaissait également dans le recensement, a peut-être vécu comme un homme plus tard dans sa vie. Quoi qu'il en soit, Wilmer vivait déjà comme un garçon à cette époque. La même année, Gussie est décédée de la tuberculose. Cela a brisé la famille et Wilmer s'est tourné encore plus profondément vers la musique gospel comme une évasion. À la fin des années 1930, il a commencé à se produire avec les St. Paul Gospel Singers à Houston, aux côtés de son frère. Sa voix était inoubliable, aiguë, émotionnelle, presque féroce. Chunk 4. Les gens pensaient souvent qu'il avait un falsetto, mais c'était sa vraie voix. Elle sonnait encore plus étonnante lorsqu'elle était superposée à des barytones profonds comme Paul Foster. En 1939, Wilmer et William ont déménagé à Los Angeles. Ils ont rejoint les Southern Gospel Singers, un groupe de week-end qui ne partait pas en tournée car tous les membres avaient un emploi en semaine. Mais Wilmer en voulait plus. Au début des années 1940, il a créé son propre groupe appelé Little Axe and the Golden Echoes.
Ils sont rapidement devenus un groupe de tournée populaire. Et en 1949, ils ont même enregistré When the Saints Go Marching In pour Specialty Records, mais le label les a abandonnés après une seule chanson. Le groupe s'est séparé peu de temps après, mais Wilmer n'a pas arrêté. La même année, il a rejoint le Spirit of Memphis Quartet. C'était un grand pas en avant. Il a enregistré des chansons puissantes comme When Mother's Gone et gagnait jusqu'à 200 $ par semaine, un gros chèque à l'époque, valant environ 2400 $ aujourd'hui. Il a chanté aux côtés de grands noms, comme Silas Steele, et a aidé le groupe à devenir l'un des quatuors de gospel les mieux payés du pays. Ils se sont produits partout et ont enregistré sans arrêt. La voix de Wilmer n'était pas seulement célèbre dans les églises, elle faisait aussi discrètement des vagues à Hollywood. Les cinéastes des années 1940, 50 et 60 voulaient de vraies voix de gospel pour donner plus d'émotion à leurs films, en particulier dans les scènes montrant la vie des Noirs ou les communautés religieuses. Les enregistrements de Wilmer ont été utilisés pour apporter de l'âme à certains des plus grands films de l'époque. En 1954, sa voix pouvait être entendue dans Carmen Jones, un film qui a été nominé aux Oscars et mettait en vedette Dorothy Dandridge. En 1958, ces pistes de gospel ont contribué à façonner les scènes émotionnelles de The Defiant Ones, avec Sidney Poitier et Tony Curtis. Et en 1972, sa voix a ajouté une émotion profonde à Sounder, un film nominé pour 4 Academy Awards. Son chant a donné à ses films une sorte de vérité spirituelle brute que peu d'autres pouvaient offrir. Souvent, il n'était pas crédité, mais son travail a laissé une impression profonde. Au fil des ans, sa voix s'est retrouvée dans plus d'une douzaine de films majeurs. Il étonne. Resté actif dans la musique gospel jusque dans les années 1960, même lorsque le rock and roll a pris le devant de la scène. Il s'est produit avec d'autres groupes légendaires comme les Fairfield Choir et les Five Blind Boys of Mississippi. Pendant tout ce temps, personne n'a jamais soupçonné qu'il avait un secret. Wilmer a vécu toute sa vie comme un homme, a gardé son passé pour lui et n'a jamais semblé briser son personnage, pas même une seule fois. C'est ce qui a rendu ce qui s'est passé en 1992 si choquant. Le 1er juin, il avait 75 ans et vivait à Philadelphie. Chunk, 5. Lors d'une dispute domestique, sa petite amie, Lavina Richardson, l'a poignardé à mort. Lorsque les médecins de l'hôpital ont pratiqué l'autopsie, ils ont découvert que Wilmer avait des organes génitaux féminins. La nouvelle a stupéfié le monde du gospel. Certains ont dit que cela expliquait sa voix inhabituellement aiguë et sa petite taille. D'autres étaient tout simplement sans voix. Mais ce qui ressortait le plus, c'était comment il avait réussi à vivre toute une vie sous les projecteurs sans que personne ne le sache. Mountain Charlie Darky Parker Hearst est né en 1812 à Lebanon, dans le New Hampshire. Mais personne qui l'a rencontré à la frontière californienne n'aurait jamais deviné ce nom. Pendant plus de 30 ans, elle a vécu sous le nom de Charlie Parkhurst, mâchant du tabac, faisant claquer des fouets et dirigeant des diligences à 6 chevaux à travers certains des sentiers les plus mortels de l'Ouest. Elle ressemblait à un homme robuste, agissait comme tel et a trompé des milliers de personnes jusqu'à sa mort en 1869. C'est alors que la vérité a finalement éclaté. C'est arrivé à l'intérieur d'une petite cabane près de Watsonville, en Californie. C'était le 28 décembre. Des entrepreneurs de pompes funèbres préparaient le corps du légendaire Charlie Borgne pour l'enterrement. C'est alors qu'ils ont découvert quelque chose qui a stupéfié tous ceux qui avaient déjà partagé un verre, une route ou une table de poker avec elle. Charlie Parkhurst était une femme et personne ne l'avait su. Le choc s'est propagé rapidement. Les journaux de tout le pays ont publié l'histoire. Les titres l'ont crié. Les habitants n'arrivaient pas à y croire. Mais c'était là, clair comme le jour. La légende de la diligence, dure à cuire et cracheuse de tabac, avait gardé l'un des secrets les plus audacieux que l'Ouest ait jamais connu.
Elle ne s'était pas contentée de s'habiller comme un homme. Elle a vécu comme un homme. Elle s'était échappée d'un orphelinat quand elle était enfant, avait mis des vêtements de garçon et n'avait jamais regardé en arrière. Dans les années 1850, elle travaillait dans des écuries, puis conduisait des diligences pour Wells Fargo, au plus profond du pays de la ruée vers l'or de Californie. Ce n'étaient pas des routes saintes faciles. Elle se serpentait à travers des falaises et des canyons. Un mauvais mouvement pouvait faire tomber une diligence et des chevaux dans le vide. Mais Charlie n'a pas bronché. Elle les a conduits avec acharnement, rapidement et avec une réputation qui grandissait à chaque kilomètre. Chunk 6 Size. En 1860, un cheval l'a frappé au visage. Certains disent qu'il a été effrayé par un serpent à sonnette. Quoi qu'il en soit, elle a perdu son œil gauche. Dès lors, elle a porté un cache-œil noir et a pris un nouveau nom, Charlie Borgne. Et le mythe n'a fait que grandir. Elle a une fois abattu un voleur de grand chemin qui essayait de voler sa diligence. Certains disent que c'était un hors-la-loi appelé Sugarfoot. D'autres disent que personne n'a plus jamais osé la voler après cela. Elle pouvait faire claquer un fouet si fort qu'elle pouvait faire tomber une mouche de l'oreille d'un cheval. Elle pouvait boire plus que la plupart des mineurs, jouer mieux que les meilleurs d'entre eux. Et lorsqu'elle a voté à l'élection présidentielle de 1868 à Soquel, en Californie, elle l'a fait sous son nom masculin, devenant ainsi la première femme connue à voter dans l'histoire des États-Unis, sans que personne ne s'en rende compte à l'époque. Tout chez elle était soigneusement caché. Elle portait des gants pour couvrir ses mains, qui étaient plus douces qu'elles n'auraient dû l'être. Elle restait à l'écart, dormait dans des granges, parlait d'une voix aiguë et rauque, et ne laissait jamais personne s'approcher trop près. Dans les années 1860, des années de conduite dans la neige et au soleil avaient fait des ravages. Ses articulations étaient douloureuses et son corps s'usait. Alors, elle a ouvert une station de diligence près de Santa Cruz avec un partenaire nommé Frank Woodward. Ensemble, ils ont transporté du fret, élevé du bétail et construit une vie. Elle a économisé près de 10 000 $ avant de prendre sa retraite. C'était une somme importante à l'époque. Et puis est venu Hollywood. Sa vie était trop belle pour ne pas être volée. Dans les années 1940 et 50, son histoire a inspiré au moins 3 films occidentaux. Mais il y avait un piège. Les studios ne pouvaient pas supporter la vérité. Alors, ils l'ont changé. Dans Highway 13, 1949, The Stage to Tucson, 1951, et The Quicksilver Trail, 1954. Ses chevauchées sauvages, ses vols et ses évasions de justesse étaient tout cela. Mais les personnages étaient des hommes. Ils ont gardé le cache-œil, le courage et la détermination. Ils ont juste omis la partie qui comptait le plus. Chunk 7. Malgré cela, sa légende est restée. Un article de 1969 dans le New York Times l'a qualifié d'un des esprits les plus sauvages de Californie, affirmant que la seule chose de vaguement féminine chez elle était son amour des enfants. Tout le reste, sa voix, ses cartes, ses cigares, son bétail, était tout droit sorti des pages les plus rudes de l'Ouest. Il y a toujours une plaque sur sa tombe à Watsonville qui se lit comme suit. Charlie Darkey Parkhurst, 1812-1879, première femme à voter aux États-Unis. Un complexe de logements à Santa Cruz a été nommé en son honneur en 2007 et les estimations disent qu'elle a parcouru plus de 160 000 kilomètres dans sa carrière. C'est plus que la plupart de ses collègues chauffeurs, hommes ou femmes. Jack B. Garland. Jack B. Garland est né le 9 décembre 1869 à San Francisco, en Californie. Le nom donné à la naissance était Elvira Virginia Mugara et la famille était bien connue. Son père, José Marcos Mugara, a été conseiller mexicain et son grand-père avait été juge à la Cour suprême de Louisiane. Mais malgré ce milieu prestigieux, la vie de Garland allait bientôt rompre avec toutes les règles que la société avait écrites pour quelqu'un comme elle. Assignée femme à la naissance, Garland n'a jamais accepté la vie qui était attendue. À 15 ans, elle s'est enfuie d'un couvent en épousant l'ami de son frère.
Mais le mariage n'a pas duré longtemps. Elle est partie peu après et a continué son chemin. À l'âge de 28 ans, en 1897, elle vivait pleinement en tant qu'homme. Cela seul suffisait à la faire arrêter plus d'une fois. À Stockton, en Californie, elle a été accusée d'usurpation d'identité masculine, ce qui était considéré comme un crime à l'époque. Pour éviter plus de problèmes, elle a mis au point un plan audacieux. Elle a pris le nom de Babe Bean et a fait semblant d'être muette, ne communiquant que par des notes écrites. Grâce à cette astuce, elle a réussi à vivre tranquillement sur une péniche sur le lac M'Leod et a même obtenu un emploi de journaliste pour le Stockton Evening Mail. Ses écrits étaient pointus et audacieux. Elle a dénoncé des problèmes comme le jeu, la pauvreté et la corruption, et le public a remarqué. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle cachait l'un des plus grands secrets de tous, et elle a gardé ce secret en sécurité pendant plus de 2 ans. Les choses sont devenues encore plus folles en 1899. Maintenant âgée de 30 ans, Garland a pris un nouveau nom, B-Beam, et a réalisé quelque chose de presque incroyable. Elle s'est déguisée en mousse et s'est faufilée à bord d'un navire de transport de l'armée américaine à destination des Philippines pendant la guerre hispano-américaine. C'était la ville de Para et le plan a failli échouer lorsqu'elle est tombée malade pendant le voyage. Chunk 8. Le 5 octobre 1899, le capitaine du navire a découvert son sexe biologique et l'a laissé derrière lui à Hawaï. Mais les soldats qu'elle avait rencontrés ne lui ont pas tourné le dos. Ils ont réuni $50, l'ont rhabillée en uniforme et l'ont fait remonter clandestinement à bord du navire, la cachant jusqu'à ce qu'il soit loin du port. Elle a été prise une 2e fois et brièvement confinée, mais elle s'est échappée à nouveau, déterminée à suivre les troupes. Pendant près d'1 an, elle s'est déplacée à travers Luzon, travaillant comme infirmière, interprète espagnole et correspondante de guerre non officielle sans jamais s'enrôler et sans jamais porter d'armes. Elle était présente lors de certains des moments les plus dangereux, notamment la bataille de San Mateo le 19 décembre 1899. Elle a défilé à travers Manille, Santa Cruz, Laguna de Bay, Camarinas et Calahuoquén, soignant des soldats blessés tout en étant entourée de coups de feu, de maladies tropicales et de chaos. Et lorsqu'elle est finalement retournée aux États-Unis en 1900, elle a partagé son histoire dans le San Francisco. Examinée sous le titre Ma vie de soldat, publié le 21 octobre. C'était dramatique, captivant et honnête, sauf pour une chose. Elle a omis la partie concernant son sexe. Dans les années qui ont suivi, la vie de Garland est restée tout aussi imprévisible. En 1903, San Francisco avait adopté des lois interdisant le travestissement. Alors, elle a changé son nom une dernière fois pour Jack B. Garland. Sous ce nom, elle est retournée au journalisme et s'est concentrée sur quelque chose de nouveau, l'industrie cinématographique en pleine expansion dans le sud de la Californie. Entre 1915 et 1917, elle a écrit plus de 20 articles pour le San Francisco Examiner dans une série intitulée The Moving Picture Men. Elle a couvert la naissance d'Hollywood avec un regard aiguisé et une claire conscience de la fausseté de tout cela. Dans un article de 1916, elle a averti que les studios créaient des personnes entièrement nouvelles et que les acteurs étaient forcés de porter des masques à la fois devant et hors caméra. Ces mots étaient percutants, d'autant plus qu'elle avait vécu une vie derrière ses propres masques. Elle avait rencontré des gens comme Charlie Chaplin et Mary Pickford et avait vu les fissures dans le système très tôt. Ses écrits ont révélé une partie d'Hollywood que la plupart des gens n'ont jamais remarquée. Comment l'identité, le genre et l'image étaient déformés en quelque chose d'irréel. Après le tremblement de terre qui a frappé San Francisco en 1906, Garland avait 37 ans et travaillait avec la Croix-Rouge. Elle a aidé à prendre soin de plus de 250 000 personnes qui avaient perdu leur maison. Ce travail s'est poursuivi pendant des décennies. Elle a passé 30 ans à distribuer de l'aide aux hommes sans-abri dans le quartier de Tenderloin. Son corps était mince, tatoué depuis son séjour aux Philippines, et elle vivait ouvertement en tant qu'homme.
Elle a également formé des relations amoureuses et sexuelles avec de jeunes hommes, faisant d'elle l'un des premiers exemples enregistrés d'un somme. Trans attirée par les hommes. Sa véritable identité est restée cachée jusqu'à la fin. Le 19 septembre 1936, elle s'est effondrée à un coin de rue à San Francisco à cause d'un ulcère perforé et est décédée d'une péritonite. Chunk 9. Elle avait 66 ans. Lorsque les médecins ont examiné son corps, ils ont découvert la vérité. La nouvelle de son sexe biologique s'est répandue rapidement. Les titres étaient forts et dramatiques. Jack B était une femme et la ville était stupéfaite. Elle avait gardé son secret pendant 40 ans. Au moment de sa mort, elle n'avait qu'$1 dans son portefeuille, un insigne maçonnique, et aucune famille pour réclamer son corps. Elle a été enterrée dans une fosse commune, ne pesant que 47 kilos. Mais l'histoire n'a pas disparu. Des décennies plus tard, un militant transgenre nommé Lou Sullivan a découvert sa vie et a publié une biographie en 1990 intitulée From Female to Male. Il a découvert plus de 150 vieux articles de journaux qui dépeignaient de Garland comme une énigme en pantalon. Quelqu'un qui a réussi à déjouer la guerre, la société et même Hollywood lui-même. Sa vie a remis en question toutes les idées que les 19e et début du 20e siècle avaient sur le genre. Sir Lady Java. Sir Lady Java est née à la Nouvelle-Orléans le 20 août 1942. Dès le début, sa vie a refusé de suivre les règles de l'époque. Elle a été assignée homme à la naissance, mais à l'adolescence, elle avait déjà commencé sa transition, ce qui était presque inouï dans le Sud, profondément conservateur des années 1940. Ce qui a rendu la chose encore plus choquante, c'est que sa mère l'a pleinement soutenue. À une époque où être différent pouvait vous coûter tout, le voyage de Java a commencé avec l'amour et le défi. Jeune adulte, elle a déménagé à Los Angeles, espérant transformer ses rêves en réalité. Elle n'a pas commencé sur scène. Elle a d'abord travaillé au Red Fox Club sur la Enega Boulevard, servant des tables, mais il n'a pas fallu longtemps pour que les gens remarquent son talent. Bientôt, elle donnait des spectacles de danse exotiques, chantait, racontait des blagues et imitait des stars célèbres comme Lena Horne, Mae West et Josephine Baker. Son nom de scène était tout aussi inoubliable que ses bas spectacles. La partie Sir Lady était sa façon de s'approprier le titre d'imitateur féminin, tandis que Java venait d'un inconnu qui lui avait dit un jour qu'elle était profonde, sombre et délicieuse comme le café. Au lieu d'être insultée, elle l'a adoptée. Au milieu des années 1960, Sir Lady Java ne se contentait pas de se produire. Elle était en train de devenir une légende. Elle a partagé des scènes et des amitiés avec des icônes comme Little Richard, Sammy Davis Jr., Richard Pryor, Red Fox, Flip Wilson, Rudy Ray Moore, LaWanda Page et Don Rickles. Beaucoup de ces stars venaient de l'âge d'or d'Hollywood et leur soutien l'a aidé à se protéger dans un monde qui essayait souvent de faire taire les gens comme elle. Mais aucune quantité de célébrité ne pouvait la protéger de la loi. Chunk 10. Le 21 octobre 1967, après 2 semaines de spectacle, la police de Los Angeles a interrompu ces spectacles. Ils ont utilisé ce qu'on appelle la règle numéro 9, une ordonnance municipale qui interdisait de se produire en tant que personne du sexe opposé, sans un permis spécial. Elle n'était appliquée que depuis septembre de cette année-là, et elle donnait à la police le pouvoir d'infliger des amendes aux clubs ou même de les fermer. Pour Java, c'était une attaque directe, non seulement contre son art, mais aussi contre son existence même. Elle n'est pas restée silencieuse. Le même jour, elle s'est tenue devant le Red Fox Club avec des panneaux de protestation exigeant son droit au travail. Puis, avec l'aide de l'ACLU, elle a intenté une action en justice affirmant que la règle 9 violait ses droits. Elle gagnait sa vie grâce à ses spectacles, en faisant 2 par soir, et cette loi lui a enlevé cela. L'affaire est parvenue à la Cour suprême de Californie, mais en 1967, elle a été rejetée parce que seuls les propriétaires de clubs étaient autorisés à la déposer et aucun ne voulait se battre contre la police de Los Angeles.
Malgré cela, ses actions n'ont pas été vaines. En 1969, la règle 9 a été annulée grâce à une autre affaire qui s'est appuyée sur l'élan qu'elle avait lancé. Ce qui a rendu sa lutte encore plus difficile, c'est qu'elle n'était pas seulement transgenre, elle était noire. Cela signifiait qu'elle devait faire face au racisme et à la transphobie en même temps. La loi sur les droits civiques n'avait été adoptée que quelques années auparavant, en 1964, mais les droits des personnes queer étaient encore loin derrière. Malgré cela, Java a continué à se produire. En 1978, elle a été revue avec Lena Horne lors d'une fête d'anniversaire privée. Elle a joué dans des films d'exploitation noire et est apparue dans des magazines comme Jet et Variety. Mais dans les années 1980, un accident vasculaire cérébral l'a forcée à se retirer de la vie publique. Des années plus tard, elle a fait un retour discret. En 2016, elle est apparue en tant qu'invitée d'honneur au Trans Pride LA, se tenant aux côtés de jeunes militants comme C.C. McDonald. En 2022, elle est devenue la grande maréchale communautaire de la Los Angeles Pride Parade. Sir Lady Java est décédée le 16 novembre 2024 à Los Angeles à l'âge de 82 ans. Son décès est dû à des complications liées à un accident vasculaire cérébral, mais son héritage est toujours vivant. Les batailles juridiques qu'elle a entamées ont contribué à ouvrir la voie à de futures protections, notamment la décision de la Cour suprême de 2020 qui a accordé aux travailleurs LGBTQ+, une protection en vertu de la loi américaine. Ce que peu de gens savent, c'est que de nombreuses stars de l'âge d'or la soutenaient en privé, allant même à ses spectacles en coulisses pour éviter le scandale.